biologie UAA5 de la génétique à l'évolution. Il y a vraiment deux grandes parties, tout ce qui est la génétique et tout ce qui est l'évolution est ultra simple. Module 1, l'ADN, molécule indispensable à la synthèse des protéines. Rappelons d'abord à quoi ressemble la cellule. Elle est constituée d'un noyau, d'un cytoplasme avec plein d'éléments dedans. Normalement, dans le CSS, on ne vous demande pas de savoir renommer les différents éléments. C'est juste pour vous expliquer que il y aura vraiment quelque chose qui se passe dans le noyau avec ce qu'on appelle le nucléoplasme et quelque chose qui se passe dans le cytoplasme avec ce qu'on appelle les ribosomes, que je ne retrouve plus ici visuellement, les ribosomes. Le ribosome, cytoplasme, c'est le lieu où on va réaliser la synthèse des protéines, donc ce sera la deuxième étape. Le noyau, c'est la réserve de matériel génétique, c'est la première étape. On va revenir en détail sur les deux étapes sur les slides suivants. Autre terme très important à connaître, c'est ce qu'on appelle les bases azotées dans l'ADN. Je n'ai pas vu des questions ces dernières années qui demandent le nom exact des 4 éléments, guanine, adénine, cytosine et thymine. Par contre, il est critique de connaître les 4 lettres, G-A-C-T, et surtout de connaître comment elles s'associent. Parce que vous allez voir à un moment donné qu'ils se marient, qu'ils sont en couple. Alors c'est le C avec les G. Comment le retenir? La meilleure façon, c'est de voir que le C a de l'arrondi et le G a de l'arrondi. On va mettre les ronds ensemble. Et le A et le T vont aller ensemble parce qu'ils ont des angles. C'est le seul truc que je peux trouver. Si vous avez quelque chose de meilleur, vous pouvez toujours le donner à tout le monde. Le gène, c'est la séquence bien précise de nucléotides d'ADN. Donc, c'est vraiment la recette de cuisine, c'est le plan de fabrication de la protéine. L'ADN, c'est le code génétique et c'est un système de correspondance avec les différents éléments qu'on peut utiliser, comme les différentes lettres. Ne vous fiez pas avec le U, c'est pas une erreur de frappe. Vous allez le voir apparaître dans le slide suivant. Donc, c'est tout à fait normal ici, mais le code génétique est composé d'un ensemble de protéines et la façon que ces protéines s'associent, se relient, ça vous donne votre code qui est unique pour vous-même. Par contre, la composition, les éléments de base pour constituer ce code est commun et principe même, entre guillemets, est commun avec d'autres sortes animales. Ce qui va être très important et qui est une des questions d'examen, c'est que la synthèse des protéines, on va dire, se fait en 2 étapes. Il y a une 3e étape que je vais vous citer dans les slides suivants, mais souvent elle est oubliée parce que en fait, c'est juste rassembler toutes les informations ensemble. Donc, les 2 grandes étapes sont la transcription et la traduction. On commence par la transcription. Donc, on part d'un ADN, ici. Donc, d'abord, le but de la transcription, c'est créer une copie sur quoi on va pouvoir travailler. La première étape, c'est une enzyme, hein, on appelle ça les hélicases, parce que pour le scolier, je veux dire, le colimaçon que ça crée, va détorsader les doubles hélices, hein, c'est pour ça que c'est hélicase, les doubles hélices de l'ADN. Donc ça, c'est l'ADN, c'est un élément d'ADN ici. Cet ADN, dans le noyau, va se décomposer en 2 brins, 2 morceaux. Un des morceaux est le code, mais il reste tel quel, on n'y touche pas pour l'instant. L'autre morceau, on l'appelle le brin transcrit ou bien le brin lu. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. C'est celui qui va être lu. Donc, il y a un sens de la transcription, hein, ça va de la gauche vers la droite. Et c'est le brin lu qui va recevoir l'ARN pré-messager selon les couples qui ont été donnés dans le slide précédent. Donc, je reprends. Le brin A, c'est le brin transcrit, c'est le brin qui sera lu
par l'ARN polymérase, ou bien on peut dire pré-messager. C'est la même chose. C'est des questions d'examen. Savoir qu'il y a un brin qui est transcrit, c'est le brin qui est lu, c'est des questions d'examen. Le brin 2, c'est le brin codant, il n'est pas lu. La deuxième étape, pardon, dans l'étape 1, la deuxième phase, je vais dire, c'est l'élongation. L'ARN polymérase va parcourir tout ce gène et va compléter l'ARN avec ses bases azotées. Donc, on va ainsi créer l'ARN pré-messager. Donc, ça, c'est avec les éléments qui servent à compléter. Et c'est là où vient la petite notion de différence, c'est que si vous vous rappelez, quand on est dans l'ADN, une des associations est A avec T. Mais quand on est dans tout ce qui est lié à de l'ARN, que ce soit du pré-messager, que ce soit du messager, que ce soit du transcript, etc., transfert, pardon, ça sera A par rapport à U. C'est ainsi que vous savez si vous parlez de ADN ou de ARN. Si vous voyez le T, c'est que vous êtes dans l'ADN. Si vous voyez le U, c'est que vous êtes dans l'ARN. Ça, c'est très, très, très important. La troisième phase, dans l'étape 1, c'est la terminaison, c'est-à-dire que le brin se termine par 3 lettres qui indiquent fin de message. Bon, ce n'est pas le plus important de savoir cela. Par contre, la quatrième phase, c'est la maturation. On consolide le tout de façon à créer véritablement l'ARN messager. Et pour information, ça c'est des définitions qui sont parfois demandées à l'examen. Le codon, qu'est-ce que c'est? C'est une séquence de 3 nucléotides sur un ARN messager qui spécifie un acide aminé particulier ou un signal d'arrêt. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? 3 nucléotides, vous ne fatiguez pas à savoir ce que c'est. Il faut juste savoir que vous pouvez trouver par exemple du GGG. Vous pouvez avoir CUG. Tout ça, c'est les 3 nucléotides. Si je résume, c'est une question d'examen, on dirait 7 fois sur 8. La transcription a lieu dans le noyau. On part de l'ADN et on obtient l'ARN messager. L'étape 2, c'est la traduction. Donc, on a eu maintenant, ici j'ai mon ARN messager, ici, et l'ARN de transfert va arriver et va venir se coller. Et ça se fait dans le ribosome. Il va venir se coller selon la formule de l'ARN, c'est-à-dire C qui va avec G et A qui va avec U. Et cet ARN de transfert porte sur lui un acide aminé. Il y en a une vingtaine de sortes différentes, hein, donc soit on s'en moque duquel, mais il porte l'acide aminé. Le tout après va nous donner la protéine, quand tout est bien assemblé. Donc, c'est le but de la traduction, c'est la lecture de l'ARN messager par les ribosomes et la fabrication de la protéine. On peut considérer que le ribosome est un atelier d'assemblage. De nouveau, plusieurs phases dans l'étape 2. D'abord l'initiation, c'est-à-dire qu'il commence à lire. Alors il a dû normalement trouver un code, donc 3 nucléotides, donc c'est-à-dire un codon de départ qui indique démarrage de la procédure. Et l'ARN de transfert va arriver et il porte, lui, l'anticodon, c'est-à-dire l'aimant inverse. Si mon codon était constitué, je vais inventer de CAU, mon anticodon serait GUA. Donc, ça, dans mon exemple, c'est codon, le premier élément. Et le deuxième, c'est anticodon. OK? La deuxième phase, c'est l'élongation, c'est-à-dire que ce qui vient de se produire ici, où on a complété un ARN messager avec un ARN de transfert et son acide aminé, eh ben on va le faire plusieurs fois, autant de fois que c'est nécessaire pour avoir tout l'élément complet.
Ce qui est aussi important à savoir, c'est que la liaison entre ces différents éléments, donc c'est-à-dire entre ces différents groupes, c'est une lésion peptidique. Alors, plus que ça, il ne faut pas savoir, mais il faut savoir que la lésion peptidique est liée au principe de la traduction. Elle est vraiment à la fin de la traduction. C'est la dernière étape utilisée pour créer la protéine. Donc, la toute dernière phase, justement, c'est pour créer cette protéine, c'est d'avoir ajouté les derniers éléments. Et comme on a eu l'élément de démarrage, j'ai l'élément d'arrêt. J'ai parlé d'une troisième étape, c'est le repliement. Ici, je n'ai pas de représentation, c'est simplement qu'au lieu d'avoir mon élément ici qui est allongé, je vais replier ma protéine en une grosse bouboule, en gros tas, pour que ça prenne moins de place, je suppose. Je ne sais pas très bien pourquoi. Enfin, c'est l'étape 3, c'est le repliement. Je ne l'ai jamais vu dans les questions d'examen. Le tableau, ici, que je mets à côté, représente justement, alors en fonction que vous voyez la lettre U ou la lettre T, vous savez si vous êtes dans l'ADN ou dans de l'ARN. Ici, je suis dans de l'ARN et ces éléments que vous voyez ici sont les éléments qui vont constituer votre protéine. Vous ne devez pas connaître les lettres par cœur. Pro, tr, asn, is, et tout ça, non. Et vous ne devez même pas savoir ce que ça représente. Par contre, vous devez comprendre comment fonctionne ce tableau. Donc, vous repérez ici le code. La première lettre représente ici, cette première lettre ici. La deuxième lettre, par exemple, si je prends le A, représente ici cette deuxième lettre ici, systématiquement. Et la troisième lettre, elle se trouve chaque fois dans votre petit tableau et c'est UCAG. UCAG, UCAG. Voilà. C'est comme ça qu'on peut constituer dans votre tableau les différents éléments. Il faut savoir l'utiliser, mais comme j'ai dit, il n'y a pas nécessaire de l'apprendre par cœur. Il ne faut même pas connaître, enfin, j'ai jamais vu jusqu'à maintenant où il demandait de connaître par cœur quel est l'élément pour le stop, pour indiquer le codon stop, etc. J'ai jamais vu qu'ils posaient la question par cœur. Ils ont toujours tourné les tableaux, un peu illisibles parfois, attention, mais c'est la seule chose qu'ils donnent. Donc, je résume, désolé, maintenant j'ai créé une grosse crasse en plein milieu. La traduction a lieu dans le cytoplasme et plus particulièrement dans le ribosome. Si on vous pose la question où il a lieu, vous pouvez indiquer cytoplasme ou ribosome. Comme l'autre cas pour le noyau, il était possible d'être plus précis que le noyau. Et il faut aussi comprendre le processus, c'est qu'on part d'une molécule d'ARN messager et on va obtenir la protéine. Maintenant, deuxième partie, c'est les génotypes et les phénotypes. C'est aussi une question d'examen presque à chaque fois aussi. Je crois que même les 7 ou 8 dernières sessions, il y a eu systématiquement. Quelques définitions, c'est très rare qu'ils demandent la définition telle qu'elle. Par contre, vous devez savoir utiliser les termes. On parle d'un caractère macroscopique, c'est vraiment le caractère qu'on va pouvoir voir, par exemple la couleur des yeux. On parle d'un allèle comme étant une version du gène. Donc c'est vraiment l'élément qui va faire que votre gène est sain ou malade. On va parler d'un allèle dominant, c'est-à-dire, et on va le noter toujours avec une majuscule, et il est le plus fort. Même s'il y a l'allèle malade à côté de lui, s'il est présent et qu'il est dominant, il va dominer tout le système. L'allèle récessif, lui, se note par une minuscule et pour qu'il soit aussi fort qu'un allèle dominant, il a besoin d'être 2 fois présent. Par exemple, si c'est votre allèle récessif qui est malade, pour une fille malade, il faudra, sachant qu'une fille c'est XX, il faudra qu'il soit présent 2 fois NN, donc on l'indique petit n, comme j'ai indiqué ici, et dans ce cas-là, ça sera une fille malade. Si la fille à ce moment-là n'était que X grand N, on représente ainsi, et X
petit n, la fille serait dite saine, mais porteuse. C'est-à-dire qu'elle ne va pas subir la maladie, mais elle peut la transmettre aux enfants. Si la fille est XN, grand XN, grand XN, la fille est saine complètement. Elle ne pourrait pas transmettre elle-même la maladie. Chez les garçons, on peut avoir toujours commencé par les X. Les garçons, c'est des XY. Donc, ils ont un mélange. C'est XY et le gène malade, si on doit le représenter, l'allèle malade se représente toujours sur le X, pas sur le Y. Et vous pouvez donc avoir un X avec un grand N, Y, c'est-à-dire que l'homme, donc le garçon, on va dire, pour mettre au même niveau SA, ça c'est dire non malade, X petit n, Y, le garçon est porteur. Pardon, le garçon est malade. Donc chez les garçons, il y a moins de cas possibles. On définit aussi les termes homozygote et hétérozygote. L'homozygote, c'est quand l'individu possède deux allèles identiques pour un gène donné. Ici, c'est homozygote. Hétérozygote, il en a deux différents, c'est-à-dire hétérozygote, c'est celui-ci. Dans l'homozygote, j'ai mis les deux grands N, mais j'aurais pu très bien aussi mettre les deux petits N qui étaient aussi dans l'homozygote. Pourquoi c'est important de le savoir? C'est que il peut arriver qu'ils soient un petit peu piégeux dans les énoncés et qu'ils vous mettent en texte et la fille est homozygote. Si la fille est homozygote, vous savez qu'elle sera X grand N, X grand N ou X petit n, X petit n. Et si à ce moment-là, vous voyez que la fille est représentée par le fait qu'elle est saine, c'est-à-dire non malade, eh bien, vous savez qu'elle a donc deux grands N avec elle. C'est pour ça que cette information homozygote hétérozygote est importante. On parle de phénotype, c'est l'apparence de l'individu pour un gène, donc c'est le caractère donné. C'est la traduction avec des mots du génotype. Alors ici, dans l'exemple, c'était un maïs noir ou jaune. Donc, il peut arriver qu'on vous demande d'indiquer avec des mots, et l'exemple de mots, c'est comme j'ai mis ici, fille saine mais porteuse. Ça, c'est un exemple de mot qu'on peut vous demander pour indiquer quelque chose. Alors que si vous savez, donc si le phénotype est fille saine mais porteuse, vous pouvez directement écrire son génotype, c'est-à-dire ce mélange, en écrivant qu'elle est donc X grand N, X petit n. C'est exactement la même chose l'un l'autre. Donc, moi, j'ai travaillé ici sur des cas où l'allèle malade, le gène malade, se trouve sur la partie sexuelle. C'est pour ça que c'est les X et les Y. Il est très possible que la partie malade soit sur les autres paires de chromosomes, mais ces dernières années, dans le CSS, je n'ai toujours vu que quand c'était sur la partie sexuelle, parce que ça fait des tableaux beaucoup plus amusants. L'échiquier de croisement permet de visualiser les croisements possibles si l'on connaît les génotypes des parents. Donc ça va se représenter ainsi. Je suis désolée, je viens d'écrire. Donc je vais essayer d'effacer tout ce que je viens d'écrire de façon à ce que vous puissiez voir, ça sera plus lisible. Alors, on a des conventions, c'est qu'on met la femme, donc ça c'est le symbole femme, on la met verticalement ici, et on met le monsieur, homme, de l'autre côté, horizontalement. Et après, comment on remplit le tableau? Donc, on va, par exemple, si ici ils ont pris un exemple, je vais en prendre un autre exemple. Si par exemple vous voulez marier une femme qui est X grand N, X petit n, avec un monsieur qui est X grand N, non c'est pas rigolo ce cas, X petit n et Y tout court, c'est-à-dire que vous avez une femme qui est saine mais porteuse de la maladie et un monsieur malade, vous pouvez le croiser, donc vous mettrez les deux, la femme puis l'homme, d'habitude. Vous mettez un croix entre les deux pour représenter que vous indiquez les deux génotypes. Et puis après, dans le tableau, l'échiquier de croisement, comment vous faites? Vous marquez X petit n, Y
pour l'homme horizontalement. Verticalement, vous mettez la femme, X grand N, X petit n. Et puis vous remplissez en mettant les informations des deux couples, entre guillemets, des deux éléments ensemble, en commençant par le grand N et puis en terminant par l'autre élément. Donc ça va faire X grand N, X petit n, c'est-à-dire que vous avez une fille qui est saine mais porteuse de la maladie. X grand N, Y, c'est-à-dire que vous avez un garçon qui est sain. X petit n, X petit n, ça veut dire que vous avez une fille malade. X petit n, Y, ça veut dire que vous avez un garçon malade. Ça, c'est l'échiquier de croisement. À partir de là, il est entre guillemets facile de faire des calculs en disant, tiens, si j'ai un garçon, quelle est la probabilité dans les garçons d'avoir un garçon malade? Ben, vous avez 2 possibilités sur 4 d'avoir un garçon. Et après, dans les garçons, combien vous avez de possibilités d'avoir un garçon malade? Ben, c'est 50%. Combien vous avez de possibilités d'avoir une fille malade parmi les filles? Ben, ça sera ici 50%. Voilà, c'est des choses ainsi que vous pouvez être amené à faire en utilisant cet élément. Les lois de la génétique, je les donne ici. Ça sert à comprendre comment on remplit le tableau, mais je n'ai jamais vu de questions directes dessus. Je vais donc passer rapidement dessus. La première loi dit, loi d'uniformité des hybrides de première génération, c'est-à-dire que si on a des lignes pures, des lignées pures, eh bien, dans le deuxième cas, il n'y aura pas beaucoup de possibilités, on ne peut pas faire beaucoup de croisements, donc on aura 100% d'individus qui vont posséder le même mélange, le même phénotype. La deuxième loi dit que si on a croisé deux individus de la F1 qui étaient déjà du mélange, on va obtenir une génération F2 avec 3/4 de descendants dominants et 1/4 de phénotype récessif. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, en fait, c'est un peu comme j'ai mis le cas de l'autre côté, avec les nombres de cas malades ou pas. C'est ça que ça peut représenter. Et la troisième loi, ségrégation indépendante des caractères héréditaires multiples. On parle d'hybridisme en opposition au monobridisme. Alors là, bon courage pour comprendre ça. Je vous ai redonné les lois. J'espère pour vous qu'ils ne les poseront pas. Je prendrai un risque de ne pas les étudier, honnêtement. Module 3 de la mutation à la maladie. Donc ici, je rassemble aussi quelques définitions par rapport à ce qu'on a déjà travaillé. C'est que ici est représenté l'élément pour le corps humain, donc pour l'homme ou pour la femme, c'est-à-dire les 23 paires de chromosomes dans un cas normal, avec la 22 paires qui sont pour autosomes, c'est-à-dire non sexuels, et une paire qui est pour les chromosomes sexuels. Ici, ils en représentent 2 parce que ça peut être soit XY et vous avez alors un garçon, soit XX et vous avez une fille. Alors, vous ne devez pas connaître la forme des différents éléments. Ça va qu'ils sont grands, petits, courbés ou pas courbés. Non, c'est pas ça qui est important. Ils sont homologues quand ils sont identiques. Il y a 2 sortes de cellules. On appelle soit des cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules non sexuelles, et elles sont diploïdes, c'est-à-dire qu'elles contiennent 2 chromosomes. Les cellules sexuelles ou germinales sont haploïdes, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent qu'un seul élément de la paire. Ça, c'est lié à tout ce qu'on a vu avec les divisions les années précédentes, etc., etc., mitose, méiose. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, il faut juste savoir qu'au niveau des cellules, on parle de somatique ou de germinal. Et germinal, c'est par rapport au sexe. Le karyotype, en fait, c'est ça. C'est la photo. C'est la représentation des chromosomes. Maintenant, question plus importante, c'est qu'il y a 2 sortes de chromosomes. C'est ce que j'ai dit, les autosomes. C'est les non sexuels, ils vont du numéro 1 au numéro 22. Et puis, on a les gonosomes, ou bien surtout, le terme qui est le plus souvent utilisé, c'est allosomes, qui sont les chromosomes sexuels.
c'est-à-dire la 23e paire, et qui donc est XX ou XY. C'est déjà arrivé qu'il parle autosome, allosome dans les examens. Alors, les chromosomes d'une même paire sont appelés chromosomes homologues. Bon, ok, si on vous le dit. Ça, c'est ça qui est plus intéressant, c'est que lorsqu'une cellule subit des mutations au niveau du gène, intervenant dans la régulation de sa division cellulaire, il arrive que celle-ci se transforme en une cellule cancéreuse. Et si cette cellule cancéreuse, les cellules cancéreuses ont des propriétés supplémentaires par rapport aux cellules de base, c'est qu'elles ont une tendance à proliférer, donc ça c'est un des mots-clés, et en plus de façon anarchique. Ça c'est déjà deux éléments clés. Et dans ce cas-là, puisqu'elles ont proliféré de façon anarchique, elles vont créer une tumeur. Revenons sur les mutations génétiques. Pourquoi je parle de ça? C'est que c'est déjà arrivé à l'examen qu'il demande sur base d'un petit texte, d'indiquer quel type de mutation il y a eu. Donc, dans les mutations génétiques, c'est ce qui nous intéresse ici le plus souvent, parce que c'est lié à l'ADN. Il peut y avoir des mutations génétiques, mais induites, c'est-à-dire dues à un agent mutagène présent dans l'environnement. C'est ce qu'on appelle biphénol. Donc, c'est par exemple aussi, c'est ce qu'on vous dit si vous avez des éléments, donc dans l'eau, il y avait les phosphates et des choses comme ça, peuvent induire des mutations et qui pourraient vous rendre donc malade. C'est si vous avez été aussi si vous subissez un Tchernobyl, donc une explosion nucléaire quelque part. Alors, si vous avez juste eu un IRM ou qu'on vous a donné fait des des rayons X, etc., non, il en faudrait énormément pour que ça puisse être possible. Donc, non, il ne faut pas s'en inquiéter. Donc, mutation induite, c'est si vous repérez un agent mutagène. Donc, dans le texte, on vous parle qu'on a déversé des produits chimiques, par exemple. Là, dans ce cas-là, vous risquez d'avoir une mutation induite. On va aussi différencier les types de mutations en fonction du type de cellules impactées. Donc, vous vous rappelez, on a vu, il y avait les cellules somatiques, qui sont les cellules non sexuelles. Et dans ce cas-là, si c'est non sexuel, ça ne va pas être héréditaire, ça ne va pas se transmettre à vos enfants. Vous allez en mourir peut-être, mais vos enfants ne seront pas contaminés. Alors que si c'est germinal, c'était l'autre sorte de cellule. Cette fois-ci, ça touche les chromosomes sexuels et comme on a vu avec les X et les Y, etc., ça peut très bien se transmettre dans ce cas-là. Et ça sera donc une mutation germinale héréditaire. Elle peut être héréditaire. Comme on l'a vu très bien, il est très possible que vos enfants ne l'aient pas. On va aussi différencier les types de mutations en fonction de la zone impactée. Si c'est au niveau du nucléotide, c'est-à-dire les éléments qui vont constituer votre gène, vous vous rappelez, les nucléotides, c'est les éléments que quand on les associe 3 par 3, ça forme un codon. Hein, c'était les lettres qu'on avait avec A, C, G par exemple. C'était ça qu'on avait. Et ou bien vous pouvez l'avoir au niveau du chromosome, c'est-à-dire bien plus profond. Et ça va concerner peut-être la structure du chromosome, il, il va être moche quoi. Ou bien le nombre de chromosomes. Et par exemple la maladie de Dow qu'on appelle aussi, qu'on appelait avant, heureusement on ne le fait plus maintenant, le mongolisme. Je m'appelle bien, c'est un chromosome supplémentaire qui apparaît. La mutation peut aussi dépendre de la méthode de comment cette mutation a lieu. Soit par substitution, on a remplacé un élément par un autre dans la définition du codon. Soit par insertion, on va inclure un élément, un groupe, un triptyque, je dirais, de nucléotides ensemble. Donc ça va décaler un peu tous les éléments. C'est comme si vous avez mis un acide aminé en plus, mais ça perturbe votre gène parce que votre élément qui était ainsi
avec 3 éléments, on va dire, ben, tout d'un coup, vous en avez un quatrième qui est arrivé et ça a décalé tous les autres. Vous voyez bien que c'est plus la même image. Au lieu de la mutation par insertion, vous pouvez avoir par délétion, c'est-à-dire que vous avez retiré un élément. Voilà, donc au niveau de l'examen, c'est déjà arrivé qu'il donne un texte et qu'il va falloir identifier quel est le type de mutation. Donc ça, je conseillerais quand même d'essayer d'apprendre ce slide. L'arbre généalogique, alors c'est une question très classique dans l'examen. On vous donne ce genre de schéma. On vous donne le petit schéma qui est ici, avec ma croix. Par contre, on vous donne rarement les définitions. Donc c'est à vous de savoir que le carré est représenté par un homme, la femme par un rond. Le symbole très horizontal indique qu'il y a une union, un mariage. Consanguinité, ben, ça veut dire que le frère et la sœur se sont mariés ensemble, on va dire ainsi. Le losange, c'est un peu bizarre, c'est quand le sexe est non spécifié. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la femme porte un fœtus ou un embryon, ça dépend à quel niveau, mais qu'on n'a pas encore fait d'échographie, par exemple, et qu'on ne sait pas quel est le sexe de l'enfant. Les individus malades sont représentés avec un cercle plat. Un cercle ou un carré. euh, en théorie, ça pourrait être aussi un losange plein. Ça serait un peu bizarre, mais c'est possible. Ces dernières années, c'est plus noir, c'est rouge. Bon, ça dépend si c'est en couleur ou pas, quoi. Les porteurs sains, je les ai rarement vus représentés ainsi. Mais enfin, il faut le savoir. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai pris avec le cas, par exemple, pour la fille, quand j'ai un grand X et avec un grand N, et un grand X et un petit n. Donc ça, c'est un porteur sain. Bon, mort, ok, d'accord. Je les ai rarement vus aussi je crois que je n'ai jamais vu dans vos examens, ces deux séries-là. Enfin, c'est mieux de le savoir. Ce qui est aussi important, c'est qu'à l'examen, comme vous l'avez vu ici dans cet exemple, la première génération a un grand 1 en chiffre romain, deuxième génération un 2 en chiffre romain, troisième génération un 3 en chiffre romain, et après on va toujours de gauche à droite en numérotant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc par exemple, si je prends le 3, 1 ici, on voit que ses parents sont 2, 1 et 2, 2. Et on voit aussi que 2, 2 a comme parents 1, 1 et 1, 2. On n'a aucune information sur 2, 1. Tout ce qu'on sait, c'est que au minimum, il est sain, mais il pourrait être porteur. Donc c'est pour ça que ne vous fiez pas beaucoup s'il y a le point ou pas le point. Comme j'ai dit, je n'ai jamais vu dans les examens. Donc l'arbre généalogique, ben, c'est cela. Hein, c'est ce qu'on vient de dire ici. Ça vous permet de comprendre l'hérédité et de savoir qui est porteur, qui a transmis quoi à qui. Donc je ne vais pas revenir sur le petit dessin parce que tout cela a déjà été expliqué. Les biotechnologies et la génétique, bon, j'ai pas vu beaucoup de questions. Je crois qu'il peut y avoir une question, un petit texte. C'est des points gagnés et il n'y a vraiment pas grand-chose à retenir. Quelques applications de la biotechnologie, j'ai pris celles qui sont par rapport vraiment à la biologie, parce que bien entendu, la génétique peut servir à d'autres choses, mais ici, on va se contenter qu'on peut l'utiliser pour le dépistage génétique, c'est-à-dire pour faire des tests pour savoir si votre embryon est porteur d'un gène et qui risque donc d'être malade. La transgénèse, c'est une technique qui va permettre euh, c'est surtout pour les plantes, pour les animaux qu'on clone. C'est pas trop légal, hein. C'est toujours en discussion pour savoir si on peut le faire pour les animaux. En Chine, on l'a fait plusieurs fois. Il y a 20 ou 30 ans, on l'a fait en Europe. Depuis, je crois qu'officiellement, on ne le fait plus. Mais ça permet, par exemple, ben, de créer une filiation directement par mère-fille. L'avantage, si c'est pas par rapport donc le clonage tel quel, c'est par rapport à un chromosome, un élément, un gène sexuel. Mais si on le fait par rapport à un gène non sexuel, donc des chromosomes non sexuels, à ce moment-là, ça permet de donner des caractéristiques plus intéressantes à une plante pour qu'elle résiste, par exemple, à certains
microbes, à certaines maladies, plus facilement, ou qu'elles produisent plus de choses. La thérapie génique, ça c'est plus délicat, c'est-à-dire que on va vous donner un médicament, on va utiliser les gènes comme un médicament avec le principe de la mutation par addition, par exemple, où on va pouvoir vous donner un élément qui va guérir, surtout si vous avez un élément qui était manquant. Bon, qu'est-ce que la science? C'est un peu métaphysique, on va pas aller très très loin. Il y a quelques principes de base à savoir, deux critères de base, c'est critères de réfutabilité. Ben, si on a quelque chose qui prouve, si on a une observation qui prouve que votre hypothèse est fausse, ben, ça veut dire que on va revenir sur cette hypothèse. Donc, c'est important de voir si c'est réfutable. Bon. Et la parcimonie des hypothèses, c'est plus intéressant, c'est que la technologie, je vais dire la création, quel que soit comment ça se crée, va plutôt utiliser le système le plus simple. On ne va pas y chercher midi à 14 heures si on peut l'éviter. Donc, plus important, c'est déjà arrivé qu'il pose à l'examen des questions pour identifier quelle était la théorie. Il y a le fixisme qui n'est plus très à la mode, pour être poli, mais après, si personnellement c'est ce que vous croyez, c'est votre choix. Pour l'examen, je ne vous conseille pas de mettre en valeur le fixisme comme étant la théorie la plus géniale. Ça postule que les espèces ont été créées par Dieu et qu'elles ne sont pas modifiées au cours du temps. Il a bien fallu expliquer des choses qu'on a pu repérer scientifiquement, c'est-à-dire des réfutations venues d'observations. Alors on a inventé le catastrophisme qui permet de dire que c'est pas de bol, qu'il y a eu sûrement une grande catastrophe quelque part et c'est ça qui a fait que ça a disparu, mais c'est pas lié, non, non, à des transformations, à des mutations. Non, c'est juste une comète qui est arrivée et qui a tout fait disparaître. Voilà. Il y a eu aussi des comètes qui ont fait disparaître, mais il y a eu aussi des mutations, mais bon, là, ils veulent pas en entendre parler. De l'autre côté, il y a le transformisme, ça reste les théories qui sont reconnues pour l'instant, c'est qui postule que les espèces vont changer au cours du temps. Il y a trois grandes théories, bon, il peut y en avoir autant qu'on veut, mais il y a le lamarckisme qui considère que c'est le développement des organes lié à l'usage et que si on n'en a pas besoin, ben, il va disparaître. Et que ça va être systématiquement euh, transmis à la génération suivante. Par exemple, on dit que si on prend un embryon humain, on voit une sorte de petite queue parce que c'était à l'époque on était poisson, on avait besoin d'une queue, maintenant on n'en a plus besoin. Donc pendant les phases de mutation entre guillemets de l'embryon vers le bébé, eh ben, cette petite queue disparaît. Voilà. Le darwinisme dit que lui, le transformisme est lié à la sélection naturelle. C'est-à-dire le plus fort, le plus beau, le plus intelligent va survivre. Celui qui est le mieux adapté à ces conditions va survivre. En gros, si par exemple vous avez besoin d'eau pour respirer, mais que vous trouvez un endroit où il n'y a plus d'eau, ben vous avez intérêt à très vite apprendre à respirer à l'air libre. Et si vous n'avez pas une mutation dans votre corps qui est entre guillemets un défaut en temps normal si vous êtes un poisson, parce que vos branchies seraient moins efficaces, mais que cette mutation fait que vous avez une partie branchie, une partie poumon, eh ben, s'il n'y a plus d'eau là où vous êtes, ben vous allez pouvoir survivre, alors que vos frères qui, eux, sont sains, qui sont en bonne santé et qui étaient des poissons tout mignons, eh ben, ils vont mourir. Euh, le déterminisme fait que le gène, c'est pas obligatoirement qu'il y aura un transfert automatique vers la génération suivante. Et dans la théorie synthétique de l'évolution, c'est un mélange d'un peu de tout dans le transformisme, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la sélection naturelle, il y a à la fois le non-usage ou l'usage qui fait que, etc., etc. Alors, les origines de la vie sur Terre et les mécanismes évolutifs, même chose. Il n'y a pas beaucoup à étudier. Je vous conseille quand même de le faire un tout petit peu, au cas où vous gagnerez un point à gauche, à droite. La vie, on dit, sur Terre serait apparue, pardon, il y a 3,7 milliards d'années.
qui a ce chose à comprendre selon ces concepts. Après, si c'est pas votre choix personnel de croire en cette théorie, c'est votre problème. Mais pour l'examen, s'il vous plaît, et respectez ces principes-là. Euh, sur Terre seraient apparues, un peu par magie, des premières molécules capables de vivre dans un milieu, ce qu'on appelle abiotique, c'est-à-dire sans rien. Et par la magie des mutations, à la fin, on arrive, et mutation plus le sélection naturelle, plus les catastrophes, on arrive à nous. Nous et la situation des autres animaux tels que nous les connaissons. Voilà, je ne vais pas rentrer en plus de détails ici. La seule chose, ça, c'est des questions qui est déjà arrivées dans les examens. C'est d'identifier, par exemple, ben voilà, on avait une sorte, et puis après, il y a une autre sorte. Pourquoi est-ce que les deux sortes vivent ensemble? Pourquoi est-ce que cette sorte-ci a disparu ou pas? Donc, les mécanismes évolutifs, c'est un peu lié à ce qu'on a vu juste avant avec le fixisme et le transformisme. On va parler soit qu'il y a une sélection naturelle, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure avec Darwin. Il peut y avoir une sélection artificielle. Alors là, c'est l'éleveur. Alors vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez, mais en fait c'est plutôt ici, on parle dans le cas des animaux dans une ferme où l'éleveur a remarqué que cette famille, cet animal-là est plus fort, plus gras, plus ci, plus meilleur à manger. Et il va plutôt utiliser cet animal-là pour le faire se reproduire avec un autre. J'ai pris avec l'exemple pour la nourriture, mais l'exemple le plus classique, c'est pour les chevaux de course. Et c'est comme ça, ou pour les chiens de race. On vous dit, ses parents sont tel élément, donc il a des gènes hyper géniaux, il courra hyper vite. Si c'est un chien, il aura un superbe poil, etc., etc. C'est une sélection artificielle. Donc c'est forcer la sélection naturelle. C'est pour ça qu'elle est artificielle. La sélection sexuelle, ça c'est plutôt dans la nature, c'est que le mâle le plus fort, le plus beau, le plus ce que vous voulez, a le droit de se reproduire. C'est comme ça qu'il y a des combats entre les cerfs, entre les ci, entre les ça, pour savoir lequel des animaux, lequel des mâles aura, ou entre les lions par exemple, aura droit au cheptel des lionnes. Et les autres, ben voilà, ils font ceinture. C'est tout. Ils n'ont pas le droit de se reproduire. Cette sélection sexuelle part en fait du principe de la sélection naturelle. Il y a la dérive génétique, c'est-à-dire que dans la population, un groupe de gens, une sous-population, va évoluer légèrement différemment. Et pour ça, il y a différentes raisons, c'est-à-dire qu'il y a eu des premiers parents qui avaient ce gène, et puis comme ils vont se multiplier, ben, ça va apparaître de plus en plus souvent. Par exemple, c'est le cas aussi des gauchers et des droitiers. Au début, il y a bien eu un jour un gaucher, et comme c'est un gène très présent, c'est-à-dire euh, non, il est récessif, il a fallu qu'il y ait plusieurs cas et on a pu avoir d'autres gauchers et ça continue à se multiplier. Ça serait une dérive génétique. La spéciation, c'est-à-dire que si vous avez des populations qui sont à la base, donc pour ça il faut avoir un ancêtre commun, mais qui, pour des raisons pratiques, vivent séparément, par exemple, elles sont sur deux îles différentes. Ou bien, par exemple, c'est des plantes qui ne vont pas évoluer au même moment, ne vont pas fleurir au même moment, donc elles ne peuvent pas se reproduire entre elles. Et dans ce cas-là, elles vont évoluer, même si à la base c'était, je sais pas moi, le même coquelicot, et bien à la fin, c'est des coquelicots qui vont être complètement différents. Et on aura peut-être un rouge et un jaune, et des familles complètement différentes, parce qu'elles ont évolué différemment. Si c'est lié à une barrière physique, comme j'ai donné des exemples, on parle de spéciation allopatrique. Si c'est par rapport à un comportement, on va parler d'une spéciation sympatrique. Ça, je vous conseille de le connaître. C'est des questions qui arrivent de temps en temps. On va dire une fois sur trois, une fois sur quatre, mais c'est des points vite gagnés. La classification phylogénique, alors là, c'est une question qui revient, ouais,
3 fois sur 4. Il y a 2 types de classification phylogénique. On va revenir sur ce que c'est que ces mots, vous ne vous fatiguez pas. Il y a la cladistique et le prochain slide. Donc, la classification phylogénique, le but, c'est de comprendre comment les animaux, les éléments ont pu évoluer à travers les millénaires d'une sorte d'animal vers un autre animal. Qu'est-ce qu'ils ont perdu ou gagné? L'approche cladistique, elle va étudier ces liens de parenté entre espèces en retrouvant le scénario évolutif. Et on va parler de cladogramme pour représenter ces éléments. Donc, quels sont ces caractères qu'on pourra avoir? C'est le coup des plumes, c'est le coup d'avoir des poumons. Voilà, ça c'est une représentation type et vous devez connaître les différents éléments qui la constituent, c'est-à-dire vous devez savoir reconnaître ce qu'est un nœud et où ça se trouve. Ben, le nœud, c'est l'élément qui va croiser deux branches. Donc vous avez la branche principale qui est ici et après vous avez des branches qui sont parties sur le côté pour créer des espèces différentes. Au plus vite vous êtes partis, donc le lien entre l'espèce 4 et l'espèce 1 est très étendu, très large. C'est-à-dire ils n'ont plus grand-chose en commun. Ils se sont séparés très 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 vite. Il y a des milliards, enfin pas des milliards, il y a des millions et des millions d'années. Que entre l'espèce 2 et l'espèce 1, bah, le lien est beaucoup plus proche. Ça ne fait pas si longtemps que ça. On parle de branche ou de taxon pour indiquer vraiment une séparation qui sont partis. En théorie, vous pourrez avoir de là d'autres petites branches. Jusqu'à maintenant, dans les examens, j'ai jamais vu ça. Ils n'ont jamais mis d'autres éléments. Donc, c'est taxon, c'est le mot pour branche. Donc, l'innovation évolutive, c'était celle-ci. Alors, on la représente par un trait horizontal. Ça indique quel est le caractère qui fait que tout d'un coup, il y a une évolution. Et ainsi, on va évoluer. Donc, les termes importants à connaître, c'est que vous avez mis vos espèces en haut. Vous avez la branche principale et puis les différentes branches. L'autre mot pour branche, c'est taxon. Et la liaison entre un taxon et la branche principale, disons ainsi, c'est le nœud. Et il y a quel est l'élément qui va créer la séparation entre les deux branches, c'est l'innovation évolutive, c'est ce caractère évolutif. Et on le représente avant le nœud. On parle aussi d'attributs. Un autre élément, c'est que c'est déjà arrivé à l'examen qu'on vous donne ce genre de représentation, ce genre de tableau, et qu'on vous demande du tableau de faire la représentation du cladogramme. Comment il faudra le lire? Il faut le lire que vous avez ici vos différentes espèces, c'est-à-dire vos taxons, hein, donc toutes vos branches, la 1, la 2, la 3 et la 4. Ça, c'est ici. Les caractères, c'est les éléments que vous aurez ici horizontalement qui vont marquer les séparations. Ici, ils en ont mis 4. Et ce qui va être important, c'est de repérer les 0 et les 1. La valeur 0 représente l'état ancestral, c'est-à-dire vraiment à la base. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on peut dire que tout le monde part du requin, mais qu'à un moment donné, vous avez eu l'espadon qui, donc ici, qu'est-ce qui se sera passé? Vous allez avoir ici espèce 4. Donc, je vais d'abord effacer, ça va être plus facile. Je supprime toutes les entrées et je recommence. Donc ici, je pourrais très bien avoir eu le requin, parce que c'est la première branche. Et puis, j'ai le squelette osseux qui est apparu ici, squelette osseux. Pourquoi? Parce que je vois qu'à partir de là, ben, tout le monde va avoir le squelette osseux. Celui qui part le premier après avoir eu le squelette osseux, c'est l'espadon. Donc mon espèce 3 serait l'espadon dans mon exemple. Le deuxième élément, oh, là je vois ici qu'après tous mes autres éléments sont communs, c'est le amnios, le vertèbre et les deux fosses. Ce qui fait qu'ici, dans mon exemple, je n'ai pas cette branche-ci parce que je ne sais pas encore quelles sont les autres différenciations pour différencier mon lézard et ma poule. Je dois sûrement avoir un cinquième critère quelque part, mais que je n'ai pas ici dans mon tableau, pour être capable de différencier et alors, je devrais indiquer aux deuxième séparation
j'indiquerai amnios, ne demandez pas ce que c'est, on s'en fout, vertèbre, je sais pas quoi, et 2 fosses temporales. Et cet élément-ci n'existerait pas comme séparation. J'ai pas de différenciation entre mes lézards et ma poule, en tout cas dans mon tableau. Ça, c'est des questions d'examen. La deuxième sorte de classification phylogénique, c'est la phénétique. Waouh! Celle-ci va étudier plutôt la distance, donc le degré de similarité, et on traduit par un phénogramme. Donc là, j'ai le même concept, j'ai mes nœuds avec en fait mon attribut qui fait que je me sépare d'un système à l'autre, et je vais pouvoir voir entre 2 et 1 quelle est la distance pour entre les 2 éléments. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne parce que j'ai jamais vu des questions là-dessus et j'ai pas vu beaucoup de documentation là-dessus. J'espère que vous l'aurez pas parce que là, ça va être plus compliqué à le créer. Je n'ai aucun exemple, aucun exercice là-dessus. L'évolution de la lignée humaine, alors il y a déjà une question, mais où ils ont donné les informations, ils ont donné les tableaux et on va vous a plutôt demander d'interpréter les tableaux. Donc, je vous rappelle que l'humain est un mammifère placentaire de type primate, du genre Homo et de l'espèce Sapiens. Voilà. Le savoir par cœur, à vous de décider. Donc, si vous voulez savoir où on est là. Alors, si vous voulez savoir où on est ici. Comme ça, vous pouvez vous repérer par rapport à vos cousins. Voilà. Je ne sais pas très bien si c'est important de savoir plus de choses. Alors là, ici, c'est une sorte de chimpanzé. C'est celui qui est le plus proche de nous dans les singes, encore à l'heure actuelle, pour information. La seule chose qui est intéressante de savoir, c'est que l'Homo sapiens, est la seule sorte d'Homo qui a résisté. Et on va arrêter ici. Donc nous allons maintenant regarder l'examen de 2024-2025, session 2. Pourquoi? Parce qu'il est un des examens les plus complets. Nommer le mécanisme évolutif auquel on aboutit dans cette situation, c'est tout ce qui est lié à la spéciation. Donc, c'est-à-dire à la séparation d'espèces qui est à la base commune et qui vont se séparer. Il y a, n'oubliez pas, 2 types de spéciation liées à des barrières naturelles, barrières physiques, ou l'autre. Ici, compte tenu que c'est aussi lié à des conditions internes, par exemple comme la reproduction, ce n'est pas lié uniquement à une barrière, par exemple, ils sont sur 2 îles différentes. Non, ici, ils sont sur la même île, donc ils pourraient très bien se regrouper, simplement ils ne sont pas sur le même sol. Donc, ça sera une spéciation sympatrique. Maintenant, on nous demande 4 éléments qui nous mènent à cet résultat. Le premier élément, ce qu'il faut repérer, c'est qu'ils avaient un ancêtre commun. S'il n'y a pas d'ancêtre commun, il ne peut pas y avoir une séparation. Le deuxième élément, c'est que justement, ils ne sont pas sur le même terrain. Donc c'est le côté le plus physique dans le sens en dehors de la personnalité, entre guillemets. Le troisième élément, c'est qu'ils n'ont pas la même période de reproduction. L'autre élément est un peu plus vicieux, entre guillemets, c'est que vous avez remarqué, c'est tout des OEA, sauf qu'un c'est le Fosteriana, l'autre c'est le Belmoriana. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a eu une dérive génétique. Et en plus, on nous le dit parce qu'ils ont des phénotypes très différents. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est les 4 éléments qu'on peut repérer facilement. Le tableau maintenant par rapport aux synthèses des protéines, ça c'est le grand des grands classiques. Ce qui peut varier, c'est un petit peu plus tard dans les autres petites questions, mais celui-là, il arrive tout le temps. Localisation de l'étape dans la cellule, la transcription se fait, il n'y a même plus besoin de réfléchir, c'est dans le noyau. La traduction se fait dans le cytoplasme ou ribosome, on peut l'appeler comme on veut. C'est l'un ou l'autre. Ça dépend si on veut être plus ou moins précis. La molécule de départ pour la transcription, on part de l'ADN et on arrive à de l'ARN messager. De l'autre côté, pour la traduction, on part de la suite, c'est-à-dire de l'ARN messager, et on arrive au résultat, c'est quand même la synthèse des protéines, donc on arrive à la protéine. Le ribosome, ça tombe bien, on vient d'en parler, c'est lié à la traduction. L'ouverture de l'ADN, ça tombe bien, on en a parlé, c'est lié à la transcription.
L'intervention de l'ARN de transfert, ça, si vous vous rappelez, c'est ce qui va être utilisé pour combler l'ARN messager et le transformer en protéines, et c'est ce qui va porter aussi les acides aminés. Donc, c'est lié à la traduction. L'élévation d'une liaison peptidique, c'est ce qui permet d'attacher les petits morceaux de codon et pour former la protéine entière. Donc, c'est lié à la traduction. Je continue sur le côté droit avec les questions encore sur nos protéines. En haut, glu, lys, gli, ala. Et on doit retrouver à travers ce joli tableau cette traduction au niveau de l'ARN messager. Attention, bien de l'ARN. Donc on va avoir des U et pas des T. Donc la première chose, c'est qu'on regarde s'il y a des différences dans le premier groupe. Oui, donc on va aller chercher le glu. Le glu se trouve ici et il faut avoir soit du GAA, soit du GAG. GA, GAG, les deux sont possibles. Dans le deuxième groupe, j'ai AA ou GCA. Et le deuxième groupe, c'est le LI. Que veut dire LIS? Je cherche dans mon tableau, LIS, c'est AAA ou AAG. Donc, celui-ci est déjà pas bon. J'ai vu aussi que je suis dans de l'ARN. Là, je vois passer un T, c'est donc pas bon. J'ai plus que 2 cas possibles. Et la seule différenciation que j'ai dans ces 2 cas, c'est dans le quatrième codon avec CCU ou GGU. Et c'est pour le PRO. Allons lire la définition du PRO. Le PRO, c'est du CC quelque chose. C'est ici le PRO. Donc le GG n'est pas bon. Le seul élément valable est donc le premier élément. Après, on nous demande de trouver le brin LU, donc c'est-à-dire les 2 brins de la séquence d'ADN. Attention, donc on va devoir revenir sur des T. Et on cherche donc le brin LU et le brin codant. Moi, je trouve plus facile de partir du brin codant. Pourquoi? Parce que le brin codant, c'est une traduction de l'élément qu'on nous donne ici, mais où le U est devenu un T. Donc, le brin codant, c'est simplement GAA, AAA, GGC, GCA, CCT. De là, je peux plus facilement trouver le brin LU, c'est-à-dire qui est l'opposé de celui qu'on va utiliser. Et il ne faut pas oublier dans ce cas-là que C est en opposition entre guillemets par rapport à G et A est en opposition par rapport à T. Donc, tous les G vont devenir des C, les A deviennent des T, donc j'ai C, T, T, puis T, 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 puis c'est un G, donc ça devient C, 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 G, C, G, T, G, G, A. Voilà. Donc moi je le réponds, là c'est chacun sa façon de faire. Je trouve que c'est plus facile de partir du brin codant et après seulement répondre à la question sur le brin lu. Bon, ça, chacun ses goûts. L'exercice numéro 5 porte maintenant sur tout ce qui est les gènes. Donc j'ai un superbe arbre généalogique et je vais devoir répondre à toute une série de questions. On me demande si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Alors, si il était dominant, eh ben, j'aurais beaucoup plus de cas malades et je l'aurais systématiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il est récessif. Est-ce que c'est certain? Oui, c'est certain. Pourquoi on a la certitude? Alors d'abord, si on vous pose une question, oui, non, et puis après, quand on vous demande d'aller plus loin dans l'analyse, c'est qu'il y avait intérêt à ne pas mettre non, parce que sinon, vous ne serez pas capable de répondre à la question 5.3 si vous mettez un non à la 5.2. Donc, le oui, c'est certain, eh bien, il faut chercher entre l'élément 2.1, qui, le 2.1, par définition, n'a rien à voir avec la famille, donc on ne s'y intéresse pas. Donc ça ne peut pas être le 2.1. On nous demande après entre le 2.3 et le 2.4. Le 2.3, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est sain. Si l'élément est récessif, oui, on a beaucoup plus de probabilité d'avoir du sain et ça va rien nous dire. Donc ça va être plutôt l'élément 2.4 qui va nous prouver qu'on a du récessif. Et ça veut dire qu'on a un homme qui est malade. Donc, c'est quoi le 2.4? C'est d'un grand X, petit n, grand Y. C'est comme ça qu'on va représenter
le cas du récessif. Question suivante, là il va falloir tout le temps jongler entre les deux pages, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de solutions. On nous demande maintenant de représenter le I1, le I2 et le 2,4. Ah ben le 2,4, ça tombe bien, on vient de le faire. On en a dit que c'était un grand X, petit n, avec un Y. On vérifie qu'il n'y a pas d'autres représentations ainsi. Non, on n'en a pas d'autres possibles. Cela, ça sera utilisé s'il n'était pas sur le chromosome sexuel. Mais comme ici, c'est lié clairement, parce que il y a une différenciation si on est un homme ou une femme, donc c'est lié au chromosome sexuel. On ne peut jamais avoir un Y devant un X, donc tous ces cas-là sont à retirer. On a vu que le 2,4 c'était un homme, donc je ne peux pas avoir du XX, du XX et du XX. Et alors après, maintenant, il faut regarder s'il était malade ou pas malade. Si c'est un grand N, il serait pas malade. Donc, voilà pourquoi c'est la réponse grand X, petit n, grand Y. Regardons l'individu 1,1. L'individu 1,1, l'individu 1,1, c'est un homme et il est sain. Et après, pour le 1,2, ça sera une femme. Comme ça, on va gagner un peu du temps. Si c'est un homme, donc déjà, tout ce qui est XX, je peux barrer. Tout ce qui est non chromosome sexuel, je peux barrer. Un Y devant, c'est interdit. Il n'y a plus beaucoup de cas, comme vous pouvez voir. Et est-ce qu'il est malade ou il est sain? Il est sain. Donc ma seule réponse possible, c'est celle-ci. Le deuxième, on a vu que c'était une femme et qui était saine. Donc tout ce qui est X et Y, je peux supprimer. Encore plus si mon Y est devant. Et ici, c'est lié à un élément chromosomique sexuel, donc tout ce qui est non sexuel est barré. Il me reste 3 possibilités. S'il est sain et que c'est du récessif, ça veut dire que je ne peux pas avoir petit n. Et je peux donc avoir du grand XN, petit xn, et je peux avoir du grand XN, grand XN. Cherchons pour voir si c'est vrai que je peux avoir 2 réponses. Pour cela, il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans la génération suivante. Dans la génération suivante, je vois que je peux avoir des hommes sains. Et pour avoir des hommes sains, il a fallu que je récupère de la maman ici un naine sain. Est-ce que ça correspondrait toujours? Oui, ça correspondrait. Donc, c'est pas la solution. Mais d'un autre côté aussi, je vois que j'ai des mamans qui sont saines, qui ne sont pas malades. Donc, ça ne peut pas m'aider beaucoup plus. Mais j'ai aussi un homme qui est malade. Donc, refaisons les différents éléments, ça sera plus rapide. Ici, pour avoir une femme saine, dans ce cas-ci, sachant qu'ici, le 2, c'est celui où je me pose une question, je vais remettre mes 2 possibilités. Et pour l'homme, ici, on a dit que j'avais un homme sain, oula, X grand N, et ici, le Y. Donc, pour avoir ici une femme saine, ça veut dire que j'ai dû prendre du papa le XN ici, et la maman a pu être l'une des possibilités, tout va bien. Donc là, ça me donne pas beaucoup d'informations. Dans le dernier cas aussi, pour le 2,5, même chose, j'ai pas plus d'informations. Le 2,3 me permet juste de savoir que j'ai un homme qui est sain. Ça veut dire que j'ai pris de la maman un élément sain, et ben oui, j'en aurai dans tous les 2 cas. Et l'élément 2,4 me dit que j'ai un homme qui est malade. C'est-à-dire qu'il a dû récupérer de la maman un petit n, parce que le papa lui aura donné l'Y. Donc ça veut dire que la maman avait un petit n quelque part. Donc là où j'avais un doute en disant je pouvais avoir 2 fois du grand N, c'est pas possible. Sinon, le 2,4 n'existerait pas. Madame 3,4 s'inquiète pour son deuxième enfant qu'elle attend, situation non représentée sur l'arbre. Ces craintes sont-elles justifiées? Donc il faut regarder pour voir s'il y a une possibilité que 3,3 et 3,4 soient contaminés. Donc,
Pour faire ça, on va un petit peu, je vais quand même essayer parce que peut-être que ça m'intéresse d'avoir ces éléments déjà de définis. Donc ici, je vais chercher le mariage entre 3-3 et 3-4. Donc je suis dans ce cas-ci. On voit qu'ils ont déjà un enfant et en réalité, on aurait très bien pu ici indiquer hop, comme ça, un autre enfant, mais sous forme de losange. Voilà. Mais on ne saurait pas si on doit le faire en blanc ou en gris. Donc, regardons la maman. On ne sait pas beaucoup de choses sur elle. On sait juste qu'elle est saine. Donc, on peut dire que la 3, 4, elle est soit grand X et grand N deux fois, ou bien elle est grand X, grand N, grand X, petit n. On n'en sait rien. Les deux cas sont possibles. On n'a pas d'information, elle vient d'une autre famille. Ou bien j'ai raté un élément, mais enfin, je ne crois pas. Du côté de l'homme, on nous dit qu'il est sain. Donc, si l'homme est sain, ça veut dire que 3-3, c'est qu'il a un grand X, grand N, grand Y. Mais on a vu qu'ils ont un enfant malade. Si la maman était saine, on va dire ainsi, donc grand N, elle ne pourrait jamais avoir un enfant malade. Donc, on sait que la maman malade a un grand N et un petit n, et le papa est grand N et bien sûr Y. Donc on peut indiquer cette information. Le 3, c'était l'homme, si je me rappelle bien. Donc c'est un grand X, grand N, Y. La femme, c'est un grand X, grand N, grand X, petit n. Maintenant, on fait le mariage pour l'échiquier. Normalement, alors, je ne sais pas pourquoi il y a déjà des informations, on va les supprimer parce qu'elles ne sont pas correctes. On va ici plutôt mettre directement l'homme en haut et la femme, pardon, horizontalement et la femme verticalement. Donc ici, je vais avoir grand X, grand N, grand Y, et de l'autre côté, grand X, grand N et grand X, petit n. Je fais les mariages. Hop, je recopie simplement les différentes informations. C'est assez basique comme méthodologie. Il ne faut pas oublier de le mettre dans les bons ordres. D'abord, quand j'ai XX, d'abord les seins, donc les majuscules. Et quand c'est pour le garçon, d'abord le X, puis le Y. Voilà, on a un joli échiquier. Maintenant, on nous demande, on doit toujours indiquer quelle est la probabilité. Alors, ces craintes sont-elles justifiées? C'est pas très bien où il fallait écrire, c'est sûrement ici. En réalisant l'échiquier, on l'a déjà fait. Et oui, parce qu'on voit bien qu'elle peut avoir statistiquement un enfant malade. Oui, car il est possible d'avoir un enfant malade. Pas uniquement porteur, mais vraiment malade. Donc c'est quand même encore plus compliqué. Alors on peut même indiquer lequel, c'est le XNY, ça sera même plus qu'un enfant, ça sera un garçon malade. Donc si c'est un garçon, quelle est la probabilité qu'il soit atteint? On a regardé, on a vu que j'ai une chance sur deux pour les garçons qu'ils soient atteints. Donc c'est 50%. Puisque j'ai que deux solutions pour les garçons. Si c'est une fille, là, elle est saine, et là, elle est saine, mais porteuse. Donc, elle n'est pas malade. Donc, la probabilité d'avoir une fille malade, c'est 0%. Voilà. Avec ceci, vous avez les différents types d'exercices les plus fréquents pour ce chapitre.